Nous avons l'habitude de penser que l'histoire est un livre écrit et fermé, que le passé est constitué d'archives poussiéreuses, de dates sèches et de monuments couverts de patine. Nous sommes convaincus de savoir qui nous sommes, d'où nous venons. Mais que se passerait-il si les vérités les plus fondamentales sur notre passé étaient des mensonges? Que se passerait-il si des peuples entiers, dont l'histoire que nous pensions avoir apprise à l'école, renfermait un secret dans leur sang, un secret capable d'exploser notre conception des migrations de l'humanité ancienne, un secret qui pourrait réécrire le tout premier chapitre de l'histoire de notre espèce? Aujourd'hui, nous parlons d'un peuple connu sous le nom de Cherokees. Ils n'étaient pas simplement une tribu. Ils étaient une nation, l'une des 5 tribus civilisées du sud-est des États-Unis. Un peuple qui a créé son propre système d'écriture unique à partir de rien. Un peuple qui a construit une république à l'image des États-Unis avec sa capitale, un parlement bicaméral, une constitution et une cour suprême. Leur histoire célèbre est une épopée d'adaptation sans précédent de génie et de tragédie indescriptibles. Mais sous cette histoire bien connue et documentée, un murmure a toujours persisté. Des rumeurs étranges. Des théories que le monde académique a rejetées comme des balivernes romantiques. Des théories selon lesquelles les Cherokees ne sont pas ceux qu'ils semblent être, que leurs racines ne plongent pas seulement dans les forêts sauvages et brumeuses de la montagne Palachine, mais aussi au-delà de l'océan. Pendant 2 siècles, ces théories ont été l'apanage des excentriques, des pseudo-historiens, des aventuriers. Ils étaient ridiculisés, ignorés. Ils ont été relégués aux archives. Jusqu'à ce qu'au XXIe siècle, dans le silence stérile d'un laboratoire au cœur froid d'une machine de séquençage ADN, un signal retentisse. L'ordinateur a traité les données et a donné un résultat. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un j'aime et un abonnement seraient la meilleure reconnaissance. Merci. Une preuve est apparue 100 ans plus tard, en 1889. Lieu État du Tennessee. La vallée de la rivière Little Tennessee. Le cœur des terres ancestrales des Cherokees, d'où ils ont été tragiquement chassés un demi-siècle auparavant. Des archéologues du Smithsonian Institute effectuent des fouilles. Ce ne sont pas de simples fouilles, c'était une guerre scientifique. À l'époque, le mystère des bâtisseurs de tumulus faisait rage. Des milliers de gigantesques tumulus de terre se dressaient dans toute la vallée de l'Ohio et du Mississippi. Certains en forme d'animaux, d'autres de pyramides massives. La doctrine officielle de l'époque stipulait que les Indiens primitifs ne pouvaient pas les avoir construits. Cela avait été fait par des Vikings, ou des Gallois ou les tribus perdues d'Israël. Le Smithsonian Institute a engagé un archéologue nommé Cyrus Thomas pour mettre fin une fois pour toutes à ces mythes. Sa mission était de prouver que les tumulus avaient été construits par les ancêtres des Amérindiens modernes. Et voilà, dans l'un des tumulus, dans une couche archéologique intacte, l'équipe de Thomas fait une découverte. Sous le crâne d'un guerrier enterré, ils trouvent une petite pierre plate en schiste. Sa longueur n'est que de 11 cm. 8 symboles angulaires étranges sont soigneusement gravés sur la pierre. Cyrus Thomas, dont la mission était de contredire l'influence extérieure, regarde la pierre et la rejette. Il n'était pas expert en langue du Proche-Orient. Il a écrit dans son rapport que c'était sans l'ombre d'un doute des lettres de l'alphabet cherokee. Il faisait référence à cet alphabet que le génie Sequoyah avait créé en 1820. La pierre a été envoyée aux archives du Smithsonian Institute. Et on en a longtemps oublié, elle était juste une autre relique indienne. Les décennies ont passé. La pierre est restée dans un tiroir poussiéreux gardant son secret. Jusqu'à ce que dans les années 1970, d'autres yeux s'y posent. Des chercheurs qui étaient encore obsédés par l'idée d'Ader ont regardé la pierre à nouveau. L'un d'eux, Cyrus Gordon, un professeur renommé spécialiste des langues sémitiques anciennes, a fait une déclaration qui a fait exploser la communauté scientifique. Il a dit que l'inscription sur la pierre du tumulus Cherokee n'était pas l'alphabet de Sequoyah, mais du paléo-hébreu, un hébreu ancien utilisé avant la captivité babylonienne. Gordon affirmait que l'inscription disait « Le Yehuda » pour Juda. Le chaos a commencé. Un artefact trouvé dans une sépulture précolombienne pouvait-il porter une inscription hébraïque ancienne? Ce serait comme trouver un moteur à réaction dans la tombe de Toutankhamon. Cela changerait tout. Le Smithsonian Institute était assiégé. Les sceptiques ont immédiatement riposté. Ils ont déclaré que la pierre était un faux. Ils ont trouvé de vieux notes de terrain où il était mentionné qu'un des assistants de l'expédition était connu pour être un farceur. Ils ont déclaré qu'il avait pu glisser la pierre pour jouer un tour à Thomas.
Ils ont même trouvé une mention selon laquelle des débris d'un journal juif avaient été retrouvés près du tumulus, d'où il aurait pu copier les symboles. L'affaire semblait close, encore un faux. Mais l'enquête n'était pas terminée. Les partisans de l'authenticité de la pierre ont creusé plus profondément. Ils ont trouvé des photographies originales prises par l'expédition en 1889 et ont découvert un détail choquant. La pierre avait été photographiée à l'envers. Cyrus Thomas, ne connaissant pas l'hébreu, l'avait cataloguée à l'envers, et c'est ainsi qu'elle avait été publiée. Tant le farceur assistant que Thomas lui-même, et les premières critiques tous l'avaient regardée à l'envers. Dans cette position, elle ressemblait effectivement vaguement aux lettres cherokees. Mais lorsque vous retournez la photo, les symboles deviennent un paléo-hébreu cristallin. Cela contredisait la théorie selon laquelle Thomas avait immédiatement reconnu quelque chose d'étrange en elle. Il ne l'a pas fait. Il s'est simplement trompé. Ensuite, des experts en géologie et en archéologie ont effectué une nouvelle analyse de la pierre elle-même. Ils ont examiné la patine, le dépôt de temps à l'intérieur des rainures. Ils ont étudié les traces d'outils. Leur conclusion, la gravure semble authentique et ancienne. Elle n'a pas été faite hier. La pierre de Bat Creek, comme on l'a appelée, est devenue un champ de bataille. Pour certains, une preuve indiscutable de contact transatlantique ancien, pour d'autres, une falsification incroyablement complexe et stratifiée. L'énigme n'a jamais été résolue. Les disputes d'archives ont atteint une impasse. La pierre ne pouvait prouver son authenticité. La parole d'un expert contre celle d'un autre. Il fallait un nouveau témoin. Un témoin incorruptible. Celui qui ne ment pas. Et à la fin du XXe siècle, il est apparu. La génétique. Une science capable de lire l'histoire non pas gravée dans la pierre, mais dans notre propre sang. Dans la double hélice de l'ADN. Pour les anthropologues et les généticiens du XXe siècle, l'histoire de la colonisation de l'Amérique était depuis longtemps une question résolue. L'affaire était close. C'était un dogme. Le tableau était le suivant: il y a environ 20 à 30 000 ans, des groupes de chasseurs de Sibérie ont commencé à traverser le pont terrestre de Béringie vers l'Alaska. La Béringie n'était pas un étroit pont, c'était un immense subcontinent maintenant submergé. Il y a environ 15 000 ans, d'énormes glaciers recouvrant le Canada se sont retirés, ouvrant un corridor libre de glace. Et par ce corridor, les ancêtres des Indiens ont afflué vers le sud, peuplant 2 continents en quelques milliers d'années. Tout, simple, clair. La génétique semblait confirmer cela entièrement. Les scientifiques avaient appris à suivre les anciennes migrations grâce aux soi-disant haplogroupes. C'est comme un nom de famille pour votre ADN. Il se transmet presque sans changement. Par la lignée maternelle, ADN mitochondrial ou mtADN, et par la lignée paternelle, chromosome I. Ce sont des marqueurs génétiques, des étiquettes qui portent l'histoire de vos ancêtres. Près de 99% de tous les Amérindiens de l'Alaska au Chili appartiennent à seulement 4 haplogroupes maternels principaux ABC et D. Tous sont des dérivés clairs de lignées asiatiques et sibériennes. Le tableau était clair. Tous venaient d'Asie. Fin de l'histoire. C'est ce que les scientifiques s'attendaient à voir lorsqu'ils ont commencé des études génétiques à grande échelle sur le peuple cherokee. Ils cherchaient des confirmations. Ils cherchaient les haplogroupes ABC et D. Les premiers tests ont donné ce qui était attendu. Oui, voici l'haplogroupe A, voici B, voici C. Tout est en place. Tout concorde. Les théories d'Ader et la pierre de Bat Creek ne sont que des fictions romantiques. L'enquête pouvait être close, mais quelque chose a poussé les techniciens du laboratoire à regarder de plus près. Plus d'échantillons, les scientifiques analysaient plus souvent sur les écrans des séquenceurs apparaissait quelque chose d'étrange, quelque chose qui ne devrait pas y être. Un marqueur qui se démarquait du tableau général. C'était un signal dans le bruit. Le 5e haplogroupe. Il a été nommé haplogroupe X. Ce n'était pas simplement un petit bruit statistique. Ce n'était pas une mutation aléatoire ou une erreur de l'appareil. Chez certains groupes d'Amérindiens, en particulier dans le nord-est comme les Ojibwés, les Iroquois, le haplogroupe X était présent chez 25% de la population. 1 sur 4. Ce n'était pas une anomalie. C'était un modèle. C'était l'une des lignées maternelles fondamentales. Mais voici le problème. Voici le choc. Les haplogroupes ABC et D sont typiquement asiatiques. On les trouve dans toute la Sibérie, en Mongolie et au Japon. L'haplogroupe X est presque introuvable en Asie. Il est pratiquement absent en Asie de l'Est. Il est en voie de disparition rare en Sibérie. La même Sibérie, d'où, comme on nous l'a dit, tous les Amérindiens sont venus. Alors d'où vient-il? Les scientifiques ont vérifié leur base de données mondiale. Ils ont entré le marqueur haplogroupe X dans le système. Ils s'attendaient à ce qu'il montre une population sibérienne perdue. Et ce qu'ils ont découvert a fait froid dans le dos.
La carte du monde s'est illuminée. Mais elle ne s'est pas illuminée en Asie. L'haplogroupe X se trouve en grande quantité en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, chez les Druzes, en Israël, au Liban, dans les montagnes du Caucase, en Égypte. Le tableau du monde s'est effondré. Sur un moniteur, le code génétique d'un guerrier Cherokee de la montagne Palachine. Sur un autre, le code génétique d'un Druze du Moyen-Orient. Et ils partagent un marqueur génétique commun rare, un marqueur qui n'existe pas en Asie. Un silence s'est installé dans le laboratoire. C'était impossible. Cela ne correspondait à aucun modèle. Les théoriciens des tribus perdues jubilent. Le voilà, la preuve. James Hadder avait raison. La pierre de Bat Creek est authentique. Des Hébreux anciens ou des Phéniciens effectivement ont traversé l'océan et se sont mélangés à la population autochtone laissant leur empreinte génétique. Le monde scientifique était en émoi. Ce n'était pas un artefact douteux. C'était de l'ADN froid objectif et numérique. Comment l'ADN du Proche-Orient a-t-il pu arriver en Amérique des milliers d'années avant Colomb, tout en laissant une empreinte nulle en Asie par où, comme on le croyait, tout le monde était passé? La plus intense enquête génétique de l'histoire moderne a commencé. Les scientifiques se sont plongés dans le code. Ils devaient comprendre cet haplogroupe X. L'ADN n'est pas juste un marqueur, c'est un livre et on peut le lire plus en détail. Ils ne se sont pas contentés de regarder le nom de famille. Ils ont commencé à étudier le prénom et le nom. Bientôt, ils ont découvert que l'aplogroupe X lui-même se divise en sous-groupes, en sous-lignées. C'est comme des branches sur un arbre généalogique. Les X européens et du Moyen-Orient étaient appelés X1, X2b, X2c, X2d. Mais la version américaine était différente. Elle a été nommée X2a. C'était la première découverte importante. Les versions américaines et européennes étaient des parentes, mais pas des parents et enfants. Elles étaient maintenant des cousins. Elles avaient un ancêtre commun, mais elles avaient longtemps suivi des chemins différents. La question suivante était quand vivaient leurs ancêtres communs. Quand ces deux lignées, l'américaine X2 et l'européenne XB, se sont-elles séparées, les généticiens ont lancé des horloges moléculaires. C'est une méthode qui permet de calculer combien de temps s'est écoulé depuis la séparation de deux populations en fonction du nombre de mutations accumulées. Les mutations dans l'ADN-MT se produisent à un rythme relativement constant. En comptant les tics de ces horloges, on peut jeter un œil dans le passé. Ils attendaient une réponse. Si les théoriciens des tribus perdues ont raison, si Hadder et la pierre de Bat Creek disent « La vérité, la séparation aurait dû se produire récemment. Il y a 3000 ans. Il y a 2700 ans, lorsque les Assyriens ont expulsé les Israélites. Les machines ont terminé le calcul. Tout le laboratoire regardait l'écran. La réponse n'était pas de 3000 ans. La réponse était entre 15 000 et 20 000 ans. Cela changeait tout. Ce n'étaient pas des Hébreux anciens. Ce n'étaient pas des Phéniciens. Ce n'étaient pas des légionnaires romains. La femme porteuse de l'âge haplogroupe X2 est arrivée en Amérique non pas à l'âge du bronze. Elle est arrivée alors que le dernier âge glaciaire battait son plein. Bien avant que la première pyramide ne soit construite. Bien avant que le premier mot ne soit écrit en hébreu. L'énigme ne s'est pas simplement résolue. Elle est devenue 1000 fois plus profonde. C'était un véritable détour dans l'enquête. Le mythe des tribus perdues était mort. Définitivement. La génétique l'a anéanti. Mais à sa place est née une énigme bien plus ancienne et inquiétante. Comment une population génétiquement liée aux Européens et aux habitants du Moyen-Orient a-t-elle pu se retrouver en Amérique il y a 20 000 ans? Et pourquoi entre eux en Sibérie y a-t-il un vide génétique? L'enquête s'est divisée en deux camps. Deux théories concurrentes, presque fantastiques. Et toutes deux bouleversent la vision traditionnelle du monde. On l'appelle l'hypothèse solutréenne. Elle est si radicale que la plupart des archéologues la considèrent encore comme une hérésie. Elle affirme que les premiers Américains ne sont pas venus d'Asie. Ils sont venus d'Europe. Il y a 20 000 ans, le monde nordique était gelé. Une ancienne culture européenne connue sous le nom de solutréenne, dans ce qui est aujourd'hui la France et l'Espagne, était à son apogée. Ils n'étaient pas des sauvages des cavernes. Ce sont des artistes qui ont créé des peintures rupestres. Et ils étaient des chasseurs habiles, créant des outils en pierre incroyablement complexes, fins comme des feuilles. Ils chassaient des phoques et des mammifères marins le long de la bordure de la glace atlantique. L'hypothèse avancée par les archéologues du Smithsonian Institute, Dennis Stanford et Bruce Bradley, stipule « En poursuivant leur proie, ils naviguaient dans leurs bateaux semblables à des kayaks de plus en plus à l'ouest. D'iceberg en iceberg. Ce n'était pas une expédition.
C'était une exploration lente transmise de génération en génération de la bordure glacée riche en ressources. Ils vivaient surveillés sur le pont de glace jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin la terre d'Amérique. D'épreuve, la première, l'haplogroupe X. La seconde est peut-être plus importante, la technologie de fabrication des outils. Les plus anciens outils en pierre d'Amérique appartenant à la culture Clovis n'ont aucun équivalent en Sibérie. Leur méthode de fabrication est complètement différente. Mais si l'on place une pointe Clovis à côté d'une pointe de la culture solutréenne, elles sont presque identiques. La technique spécifique de la taille longitudinale ou overshot flaking se rencontre uniquement à ces deux endroits séparés par l'océan. C'est statistiquement incroyable. Selon cette théorie, les ancêtres des Cherokees et des Ojibwés étaient des Européens paléolithiques ayant traversé l'Atlantique 18 000 ans avant Colombe. Cela a été un choc. Mais la théorie présente d'énormes problèmes. Premièrement, il y a 5000 km d'océan glacial. Deuxièmement, nous n'avons trouvé aucun bateau de la culture solutréenne. Troisièmement, cette théorie a semblé à beaucoup trop eurocentrique une tentative d'attribuer aux Blancs la colonisation de l'Amérique. La plupart du monde scientifique l'a rejetée, mais elle est toujours sur la table. Cette théorie nous ramène en Sibérie, mais pas dans la Sibérie que nous voyons sur la carte aujourd'hui. Elle affirme que nous comprenons mal la Béringie. Ce n'était pas simplement un pont étroit et froid. C'était un immense continent à part entière. Une terre de la taille de 2 Texas maintenant submergée avec des forêts, des rivières et des mammouths. Et c'est là, en Béringie, que vivaient les ancêtres de tous les Amérindiens. Ils ne l'ont pas traversé. Ils y ont vécu et ils y ont vécu pendant des millénaires. Les archéologues appellent cela le campement béringien. Les glaciers leur ont bloqué le chemin vers le sud, vers l'Amérique et de retour vers la Sibérie. Ils se sont retrouvés piégés. Dans ce monde isolé est perdu un arche de Noé génétique. Et voici la clé. Cette population vivante en Béringie était déjà mélangée. Elle ne venait pas d'un seul endroit en Asie. Elle était composée de différents anciens peuples venus du sud d'Asie centrale, probablement de la région des montagnes de l'Altaï. Dans cette proto-population se trouvaient des gens avec les haplogroupes A, B, C et D. Et il y avait des gens avec l'haplogroupe X. Ils vivaient tous ensemble dans ce monde perdu de Béringie. Puis il y a 15 000 ans, les glaciers en Amérique ont commencé à fondre, ouvrant un passage vers le sud. Et ils ont afflué vers le nouveau continent. Mais que sont devenus leurs cousins du Moyen-Orient et pourquoi l'haplogroupe X n'est-il pas présent en Sibérie? C'est simple. Leurs ancêtres communs vivaient encore plus tôt, il y a 30 000 ans, en Asie centrale. De là, un groupe, les ancêtres des Européens et des peuples du Moyen-Orient avec l'haplogroupe X, est parti vers l'ouest tandis qu'un autre groupe, les ancêtres des Amérindiens avec les haplogroupes A, B, C, E, D et X, est parti vers l'est, vers la Béringie. Et dans Sibérie, il n'en restait tout simplement plus. Ils ont été effacés par les vagues migratoires suivantes qui ont apporté des gènes asiatiques modernes. Ils n'ont tout simplement pas survécu là-bas. Mais ils ont survécu en Amérique. Alors qu'est-ce que l'ADN des Cherokees a vraiment montré? Il n'a pas confirmé le mythe des tribus perdues d'Israël. Il l'a détruit. Mais dans le processus, il a révélé une vérité bien plus ancienne et stupéfiante. Il a montré que l'histoire de la colonisation de l'Amérique n'était pas une simple marche linéaire de A à B. C'était un drame complexe joué sur les scènes du dernier âge glaciaire. Il a prouvé que le peuple Cherokee, comme tous les Amérindiens, porte en lui une mémoire génétique non pas d'une seule patrie, mais de plusieurs. Que leurs ancêtres venaient des profondeurs de l'Asie, ayant probablement vécu des millénaires sur le continent englouti de Béringie. Le résultat était choquant. Mais ce n'était pas le résultat que les conspirationnistes attendaient. La science n'a pas confirmé le mythe. Elle a trouvé une réalité qui s'est révélée plus complexe et plus intéressante que n'importe quelle légende. L'haplogroupe X2A n'est pas un marqueur juif ou européen. C'est un marqueur ancestral eurasien qui s'est conservé en Amérique dans son état primitif, tandis que dans le Vieux Monde, il a évolué en d'autres formes. L'ADN des Cherokees est un artefact génétique vivant une fenêtre sur le monde du dernier âge glaciaire. Mais l'histoire des Cherokees ne concerne pas seulement l'ADN ancien. Leur véritable unicité ne réside pas dans leurs origines il y a 20 000 ans, mais dans ce qu'ils sont devenus, dans ce qu'ils ont accompli. Oubliez l'ADN un instant. Regardons ce que ce peuple a fait. Dans l'histoire récente, au début du XIXe siècle, les Cherokees ont été confrontés à une pression implacable de la part des colons blancs. Ils ont compris que le seul moyen de survivre était de s'adapter. Et ils ont accompli quelque chose d'inédit. Ils sont devenus l'une des 5 tribus civilisées.
Ils n'ont pas simplement adopté des vêtements. Ils ont créé une constitution sur le modèle des États-Unis. Ils ont construit une capitale, la ville de New Echota, avec un parlement bicaméral, une cour suprême et un journal. Ils sont devenus agriculteurs, avocats, propriétaires de plantations. Ils ont adopté le christianisme, mais l'ont mélangé avec leurs anciennes croyances. Leur société était déjà complexe. Elle était matrilinéaire. Le pouvoir et la propriété se transmettaient par la lignée maternelle et non paternelle. Les femmes avaient une énorme influence, mais il leur manquait une chose, ce qui était la principale force de l'homme blanc, l'écriture. Et alors est arrivé un homme nommé Sequoyah. Sequoyah était cherokee et ne parlait pas anglais. Il ne savait ni lire ni écrire. C'était un bijoutier et un forgeron. Il avait été blessé au combat et boitait. Mais il voyait des feuilles qui parlaient. C'est ainsi que les Indiens appelaient les lettres, les livres, les journaux des Blancs. Il voyait le pouvoir contenu dans ces signes. Il était obsédé. Il a décidé d'offrir ce pouvoir à son peuple. 12 ans, il a travaillé seul à la création d'un système d'écriture. Il n'a pas copié les lettres anglaises. Il a inventé. Il écoutait les sons de sa langue encore et créait un symbole unique pour chaque syllabe. Au début, on le considérait comme fou. On se moquait de lui. Sa femme a brûlé ses premiers croquis pensant qu'il s'agissait de sorcellerie. On l'a accusé de pratiquer la magie noire. Il a été expulsé de la communauté. Il s'est exilé en Arkansas. Mais il ne s'est pas arrêté. En 1821, il est revenu et a présenté son travail au chef. C'était un syllabaire de 86 symboles. Simple, élégant, parfaitement adapté à la langue cherokee. Les chefs étaient sceptiques. Alors Sequoyah a amené sa petite fille Ayoka. Il a demandé au chef de lui dire n'importe quel mot. Ils ont dit. Il l'a écrit. Puis il a appelé sa fille, qui attendait dehors. Il lui a montré les symboles et elle a prononcé le mot sans erreur. Les chefs étaient stupéfaits. Et ils lui ont fait passer un test qu'ils lui dictaient des messages et il les écrivait. Puis ils appelaient Ayoka et elle les lisait. Sans erreur. Ce jour-là, la nation Cherokee a changé. Ce qui a commencé pourrait être qualifié de miracle. En quelques mois, des milliers de Cherokees ont appris à lire et à écrire. Le taux d'alphabétisation parmi les Cherokees a dépassé celui des colons blancs environnants en Géorgie. C'est le seul cas connu dans l'histoire de l'humanité où une personne étant illettrée a inventé seule un système d'écriture efficace à partir de zéro. Ils ont immédiatement commencé à publier un journal, le Cherokee Phoenix, en 2 langues, anglaise et syllabaire de Sequoyah. Ils imprimaient leurs lois. Ils débattaient avec le gouvernement des États-Unis sur son propre terrain en utilisant ses propres armes, les lois de la presse. Ils sont devenus un peuple de livres. Quelle ironie du sort compte tenu des anciens mythes sur Israël, mais ce livre, ils l'ont écrit eux-mêmes. Mais ni l'ADN, ni la Constitution, ni l'alphabétisation, ni les journaux n'ont pu les sauver. En 1830, le président Andrew Jackson, l'homme que les Cherokees avaient autrefois aidé en guerre, a signé la loi sur le déplacement des Indiens. De l'or a été découvert en Géorgie. Et les Cherokees, malgré tous leurs traités et leur civilisation, devaient partir. Les Cherokees ne se sont pas comportés comme des sauvages, ils n'ont pas pris le chemin de la guerre. Ils ont agi comme une nation civilisée, ils ont porté plainte, ils ont atteint la Cour suprême des États-Unis. Et ils ont gagné. Dans l'affaire Worcester contre la Géorgie en 1832, la Cour suprême des États-Unis, présidée par John Marshall, a statué que les Cherokees sont une nation souveraine et les lois de l'État de Géorgie ne s'appliquent pas à eux. Le déplacement est illégal. Et c'était une victoire de la loi et de la justice. Mais le président Andrew Jackson aurait souri. John Marshall a rendu sa décision. Maintenant qu'il fasse exécuter cette décision. Jackson, président des États-Unis, a ignoré la décision de la Cour suprême. C'était une crise constitutionnelle et les Cherokees en ont payé le prix. Le gouvernement a trouvé un petit groupe de dissidents Cherokees, la soi-disant partie contractante, qui ne représentait personne. Ils ont signé un faux traité de déplacement. Le chef, John Ross, qui représentait 16 000 Cherokees, a supplié le Congrès, mais on l'a ignoré. En 1838, 7 000 soldats ont envahi les terres des Cherokees. Ils ont sorti les gens de leurs maisons sous la menace de leurs fusils. Des hommes, des femmes, des enfants. Ils n'avaient pas le temps de rassembler leurs affaires. Ils ont été parqués dans des camps de concentration, dans des forts, et envoyés vers l'ouest, vers le territoire indien, dans ce qui est aujourd'hui l'Oklahoma. C'était l'hiver, ils n'avaient pas de vêtements chauds, pas de nourriture. Des maladies choléra, dysenterie, rougeole et pneumonie les décimaient par centaines.
Les soldats ne leur permettaient pas de s'arrêter pour enterrer les morts. Ils marchaient simplement sur les corps. Ils ont appelé ce chemin Nunna Daul Tsuni, le chemin où nous avons pleuré. Sur 16 000 Cherokees partis en route, plus de 4 000 sont morts. 1 sur 4. Des hommes, des femmes, des vieillards et des milliers d'enfants. C'était un acte de génocide sanctionné par le gouvernement des États-Unis en dépit de la décision de la Cour suprême. Mais l'histoire des Cherokees n'est pas une histoire de victimes. C'est une histoire de résilience inimaginable. Ils sont arrivés en Oklahoma, ils ont enterré leurs morts. Et que firent-ils? Ils sortirent leur constitution. Ils reconstruisirent leur capitale, Tahlequah. Ils ouvrirent de nouvelles écoles. Ils recommencèrent à publier des journaux. Ils ont reconstruit leur nation à partir de zéro. Ils ont survécu. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, les Cherokees codeurs, connus sous le nom de Code Talker, ont utilisé leur langue unique et complexe, le syllabaire de Sequoyah, pour transmettre des messages secrets sur les champs de bataille en Europe, sauvant des vies alliées. La langue créée par Sequoyah est devenue un code indéfectible. Aujourd'hui, la nation de Cherokee est l'une des plus grandes et des plus prospères nations autochtones des États-Unis. Alors que montre vraiment l'ADN des Cherokees. Il a montré que les mythes sur les tribus perdues étaient faux, mais il a également montré que la science officielle était incorrecte. L'histoire de l'humanité s'est révélée être un chemin non linéaire de A à B. C'était un réseau complexe d'anciennes migrations de mondes perdus et de voyages oubliés. Le code génétique des Cherokees est un artefact vivant. Il est plus ancien que la pierre de Bat Creek. Il porte l'écho de l'âge glaciaire. Il les relie non pas au Moyen-Orient de l'âge du bronze, mais peut-être à des chasseurs paléolithiques d'Europe ou plus probablement à un monde perdu de Beringie. Cela ne fait pas d'eux des descendants d'Européens. Cela fait d'eux et des Européens des descendants d'un ancêtre commun incroyablement ancien dont les traces ont été effacées par le temps. L'histoire des Cherokees est un thriller, génétique, historique et humain. C'est une enquête qui a commencé avec un mythe à rencontrer une véritable énigme scientifique et nous a conduit à une vérité plus étrange que n'importe quelle fiction. La vérité, c'est ce que nous avons à peine commencé à lire le livre inscrit dans notre propre ADN. Et si le code d'un peuple a pu ainsi bouleverser notre compréhension du passé, combien d'autres découvertes choquantes nous attendent encore? Quels autres dossiers fermés de l'histoire seront de nouveau ouverts? Et quels autres mythes ne s'avéreront être que l'ombre d'une vérité beaucoup plus profonde et ancienne? Que pensez-vous? Quelle théorie vous semble plus convaincante? La traversée de l'Atlantique glacé ou le monde perdu de Beringie? Partagez votre opinion dans les commentaires. L'enquête continue. Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'à la fin. Votre soutien, votre j'aime et votre abonnement sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour rester toujours informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.